Wesh wesh les amis, alors là on va parler des 100 000 euros que vient de toucher Pénélope Fillon pour 2 notes de lecture pourries à la Revue des Deux Mondes. Alors ces 100 000 euros, ils n'ont pas d'importance en tant que tels. Mais par contre, le fait qu'un milliardaire, Marc Ladrette de la Charrière, aide et donne 100 000 euros quasiment gratos au ménage Fillon, c'est-à-dire au ménage d'un ex-premier ministre, ça c'est très important et peu de gens l'ont noté. C'est important parce que cette relation signale que notre régime politique, là, la France dans laquelle on vit, c'est une oligarchie, c'est-à-dire un monde où les élites politiques, les élites économiques et les élites financières marchent main dans la main et n'arrêtent pas de tisser des liens ensemble. Et pour comprendre ces liens-là et pour comprendre la nature de ce qui se passe dans notre France d'aujourd'hui, on avait envie de revenir sur la vie de Marc Ladrette de la Charrière, ce formidable bienfaiteur et milliardaire qui a tendu la main au ménage Fillon. Comme beaucoup de puissants, son parcours commence à l'ENA, l'école qui forme énormément d'élites françaises. Puis il a fait fortune dans la finance en possédant notamment Fitch, la 3e agence de notation mondiale. Et tout ça lui a permis de se hisser à la 32e place des fortunes françaises. Mais ce qui compte, c'est pas tellement que ce soit un ultra riche ou que ce soit un des noms et des visages de la finance qui ont ruiné bien des pays. Non, c'est pas ça. C'est à quel point ce mec est lié et connecté intimement avec toute la vie politique française depuis des dizaines d'années. Parce qu'il s'est pas contenté de donner 100 000 balles au couple Fillon. Il a aussi des liens très proches avec François Hollande. Par exemple, il se vante tranquillement de dire que depuis qu'Hollande est à l'Élysée, il rentre quand il veut. Et on peut même l'écouter à ce sujet, c'est marrant. François Hollande, je le connais aussi depuis 20 ans, nous avions des bureaux communs, pas communs, mais proches, l'un rue Solferino, moi rue de Lille, et nous allions prendre des cafés ensemble. Ça crée des liens, monsieur Alcamas. Évidemment, des cafés tous les jours, ça crée des liens. Mais rassurez-vous, au PS, il n'est pas proche uniquement de François Hollande. Ça fait très longtemps qu'il soutient Martine Aubry, il est même vice-président, ou il a été vice-président d'une des fondations qui compte le plus dans sa carrière politique. Après, il est malin, le Lacharrière, hein. Il a fait Fillon, Hollande, il n'a pas oublié de faire Sarkozy. Il était dans les plus gros donateurs de la campagne de 2007, donc là il était bien tranquille, et déjà avant, il a aidé Sarkozy dans sa traversée du désert, sûrement en lui donnant un peu d'argent ou en employant sa femme, aux journalistes de vérifier. Après, il était déjà là avant Sarkozy, hein. Il était aussi dans le comité de soutien de Chirac, et était très proche de Philippe Seguin, un ancien du RPR, qu'il avait connu à l'ENA. Donc on voit que dès le début, il est proche des 3 anciens présidents de la République, et il a suivi de très près à la fois le RPR, UMP, les Républicains, on ne sait pas trop, ça change de nom mais c'est les mêmes, et du Parti Socialiste, que ce soit d'un côté des primaires de 2011, c'est-à-dire Hollande, ou Aubry. Alors pour 2017, même s'il se vantait encore récemment d'avoir des billes chez Macron ou chez Hollande, son préféré c'est clairement Fillon. Il lui a prêté un jet privé pour qu'il aille rencontrer Poutine à Moscou, et là il y a une info Mediapart qui montre que la Charrière a financé la directrice de communication numérique de la campagne de François Fillon pendant 1 an, aux frais d'une de ses fondations de bienfaisance. Alors évidemment, personne n'a jamais vu taffer à la fondation, mais ça, on laissera la justice trancher. Et ces relations incestueuses entre hommes politiques de haut niveau et des grands financiers, ça s'arrête pas simplement à soutenir des campagnes électorales, des partis politiques, à payer discrètement des associations ou des fondations, ou voire directement à leur faire des faveurs ou à employer leurs proches. Il y a d'autres éléments bien plus doux, bien plus insidieux et bien plus profonds qui sont des clubs de sociabilité où tout le gratin des élites politiques, médiatiques, financières, économiques se rejoint, et évidemment la Charrière est au cœur de ces clubs. Par exemple, il est membre des clubs les plus sélect de Paris, comme le Siècle, le Jockey Club, le Polo Club, l'Interallié, et il est même membre du club Bilderberg, qui est un espèce de club des clubs mondiaux qui réunit les ministres des Finances, les premiers ministres, les plus grands PDG de tous les pays industrialisés. Et de ce club Bilderberg, il a même été à un moment au comité de direction. Et devinez qui dirige le club Bilderberg actuellement? Henri de Castries, l'un des plus grands soutiens de François Fillon et ancien PDG d'AXA. C'est marrant comme ce monde est petit. Non mais plus sérieusement, quand on regarde la vie de la Charrière, on comprend mieux ce qu'est l'oligarchie. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de l'oligarchie. Parce que comme vous le savez, la France n'est plus une démocratie mais c'est devenu une oligarchie. Selon la définition donnée par le dictionnaire Larousse, l'oligarchie est un système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus constituant soit l'élite intellectuelle, l'aristocratie, soit la minorité possédante qu'on appelle la plutocratie. Aujourd'hui, l'aristocratie qui est représentée par l'élite intellectuelle de la France, en comprenant les journalistes, les économistes et certains philosophes, se complaisent avec cette plutocratie qui est symbolisée par les grands groupes industriels et les banques.
Et nous pouvons préciser que l'avènement de la révolution industrielle, qui s'était développée dans cette Europe du 19e siècle, hein, avait généré une économie fluctuante qui assez rapidement avait fini par nous fabriquer un système économique capitaliste. Pour encadrer ce nouveau capitalisme, les gouvernements commenceront à légiférer sur certaines lois, et cela pour mieux réguler l'important flux de capitaux que générait cette fameuse révolution industrielle. Mais comme nous le savons, toutes les anciennes noblesses qui accompagnaient le pouvoir monarchique des nations européennes suivront progressivement le train en marche et se convertiront progressivement à cette nouvelle économie de marché, hein, qu'on appelle le capitalisme. Comme ces bourgeoisies d'avant la révolution industrielle côtoyaient les élites dirigeantes de ces nations, hein, il devenait beaucoup plus facile pour elles d'influer sur les décisions de nos hommes politiques en matière économique, hein. Ces anciennes bourgeoisies seront progressivement rejointes par les nouvelles bourgeoisies, qui celles-ci n'étaient pas nées par héritage de la noblesse, hein, comme par exemple le duc, le fils du duc hérite de la fortune de son père, hein, mais surtout grâce au développement technologique qui apportera à la révolution industrielle un outil qui accroîtra les moyens de production. Grâce à l'invention de la machine à vapeur, certaines entreprises dites artisanales se mettront à produire massivement une multitude de produits manufacturiers. Là, c'était la naissance de l'industrie dite moderne. Les propriétaires de ces nouvelles entreprises d'usinage commenceront à brasser d'importantes sommes d'argent, hein, ce qui leur permettra d'acheter progressivement la complaisance de certains de nos hommes politiques qui se mettront à légiférer des lois économiques qui iront dans le sens souhaité par cette nouvelle bourgeoisie dite capitaliste. Ces grands groupes industriels seront rejoints par les banquiers et ensemble ils constitueront progressivement une oligarchie, hein, qui prendra progressivement le contrôle économique et politique de nos nations. Et cette minorité possédante, dont la fortune avait été acquise par un capitalisme de connivence, hein, s'est arrogé le droit de faire la pluie et le beau temps en nous informant car cette oligarchie détient désormais tous les médias d'information et d'opinion du pays, hein, des pays. Parce que là je parle de la France, mais les différents pays européens, les États-Unis, sont exactement dans la même situation, hein. Vous avez une minorité régnante qu'on appelle l'oligarchie qui a pris le contrôle de tout le pays. C'est-à-dire les peuples sont devenus des otages, hein, oui, oui. Bien entendu, les médias radiophoniques et télévisuels sont inclus dans ce bouquet détenu par l'oligarchie, hein. Oui, TF1, vous savez que c'est Monsieur Bouygues qui détient la chaîne TF1. Et quant aux chaînes de la TNT, vous avez beaucoup de groupes industriels qui détiennent le monopole économique de certaines chaînes de télé et de certaines chaînes de radio. Les sociologues et historiens nous disent par exemple de la France qu'elle fonctionnerait depuis la révolution de 1789 avec un régime de type démocratique. Mais lorsque nous analysons attentivement l'activité politique de la France, on se rend vite compte que le mot démocratie n'est pas le plus approprié pour désigner la forme de gouvernance qui régit l'activité économique et politique de notre pays, la France. Dans une démocratie, le pouvoir est censé être détenu par le peuple qui élit ses représentants. Ceux-ci sont alors chargés de s'occuper des affaires publiques. En France, en théorie, toutes les couches de la société peuvent être représentées, mais comme nous le savons maintenant, la grande majorité des hauts fonctionnaires, ministres, députés, etc., viennent du même milieu social, hein, qui est assez aisé, hein. Et bon, ils seraient tous formatés à certaines grandes écoles comme l'ENA, hein, par exemple, qui est l'École nationale d'administration, hein. Formatés bien entendu selon le même logiciel économique pour tous, hein, oui. Avec les années, la classe politique s'est progressivement mise à l'écart des citoyens, hein. Le salaire exorbitant qu'ils percevaient, hein, les avait déconnectés des réalités de millions de Français qui peinent à boucler leur fin de mois, hein. Comme le pouvoir d'achat n'arrête pas de se réduire d'année en année, hein, et l'inflation galope, hein, le prix des produits n'arrête pas d'augmenter, hein, les Français ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois, c'est logique. Mais bon, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, l'oligarchie, à travers son puissant réseau médiatique, a trouvé la solution, c'est de nous mettre en face d'un nouvel bouc émissaire. Ils ont réussi à découvrir, à nous fabriquer un nouvel bouc émissaire qui était l'immigration maghrébine, qui aujourd'hui s'est transformée en islamophobie, hein. C'est-à-dire on attaque le musulman, on n'attaque plus le maghrébin arabe. Et pendant que les médias nous baladent de faits divers en faits divers,
sur le voile islamique, le halal, les piscines halal, ce que vous voulez, etc., etc., eh ben, les problèmes sociaux du pays ne se résolvent pas, hein. Et nos médias continuent de nous endormir avec ce genre de sujet insignifiant, hein, pour ne pas dire complètement inutile, hein. Mais bon, le fait de surmédiatiser ce genre d'informations, comme les faits divers par exemple, hein, leur permet de maintenir l'antenne avec du vide. Bah oui, comme ça, quand vous regardez ce genre d'informations, vous ne réfléchissez pas sur les tenants et les aboutissants du système économique qui contrôle notre pays. Bah oui, c'est de la logique tout ça. Bah, il est un peu loin le temps des débuts de la Première République où les ministres et députés étaient juste indemnisés, évitant ainsi tout carriérisme politique, hein. Oui, il y a eu une évolution maintenant, hein. Parce que maintenant, ils sont très bien payés par l'État, et puis en plus, ils sont très bien payés aussi par les oligarchies, hein. Les banques et les grands groupes industriels, hein, parce on achète leur confiance et leur complaisance, hein. Bah oui. Vous savez, lorsque des hommes politiques invitent des hommes politiques, pardon, lorsque des chefs d'entreprise ou des banques invitent certains hommes politiques à des colloques en leur versant des sommes qui peuvent monter jusqu'à 40, 50, 60 000 euros, ce n'est pas par hasard, hein, ce n'est pas pour rien, hein, c'est une manière de payer la complaisance de cet homme politique, hein, on lui fait des cadeaux. Oui, et on appelle ça la démocratie, bah oui. Lorsqu'on observe les différentes élections, ben, vous remarquez quand même que le résultat ne reflète pas vraiment l'aspiration de la majorité des Français, hein, qui, comme on le sait, hein, puisque ça a été dit dans plusieurs médias aussi, hein, lassés de ne pas être écoutés, abandonnent finalement massivement les urnes, hein, parce que le taux d'abstention aux élections ne cesse d'augmenter, hein. C'est pas par hasard, c'est que les gens en ont marre, et puis maintenant on commence à leur expliquer que le pays est régi par une oligarchie, c'est encore pire. Car nos dirigeants, qui agissent désormais sous l'influence de l'oligarchie, hein, font des réformes qui vont à l'encontre du bien-être des Français, comme par exemple la privatisation d'entreprises publiques et le démantèlement des acquis sociaux. Bah, en parlant de privatisation d'entreprises publiques, bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein. On a des entreprises comme EDF, GTF, hein. Vous avez l'exploitation des autoroutes, hein, ça a été donné au privé maintenant. Alors qu'on sait que ces autoroutes avaient été construites avec l'argent du contribuable, hein. Euh, L'entretien, c'était avec l'argent du contribuable, hein. Les péages permettaient à l'État d'encaisser de l'argent, hein, qui permettait de mettre un peu plus d'argent dans les caisses. Aujourd'hui, l'État ne peut plus parce que ces autoroutes ont été données au privé. Les bénéfices des péages se fait désormais, c'est-à-dire tombent entre les mains de ces sociétés privées, hein. Bon, je reviens à ces fameuses réformes qui vont à l'encontre du bien-être des Français, hein. Bah, beaucoup de ces réformes, qu'elles soient votées par le Parti socialiste et les partis de droite, hein, profiteront souvent à de riches industriels qui s'enrichissent encore plus, hein. Bah, ces réformes voilà, vont servir les intérêts de l'oligarchie. Bah oui. Parce que comme je l'ai dit, l'oligarchie achète la complaisance de nos hommes politiques. Depuis quelques années, la France est confrontée aussi à un autre phénomène qui est celui du vote utile. Bah, au lieu de mettre en place un programme apprécié des Français, les partis politiques préfèrent utiliser ou exploiter l'extrême droite, oui, comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête pour que l'on vote pour eux. Bah oui. Les oligarchies régnantes se permettent aujourd'hui de financer les campagnes électorales de tel ou tel candidat, et en échange, ces mêmes oligarchies espèrent en retour voir le candidat élu légiférer sur un programme économique qui ira dans le sens souhaité par l'oligarchie qui avait financé sa campagne électorale. Bah oui, on ne finance pas une campagne électorale pour le plaisir de financer la campagne, hein, parce qu'on aime une personne, hein. C'est qu'en retour, on attend que cette personne fasse un petit effort de réforme, hein. En France, avec l'élection de Macron, on peut dire que les campagnes électorales sont désormais calquées sur le modèle américain, hein. C'est-à-dire celui qui obtient le plus d'argent pour sa campagne électorale est élu. Tandis que les voix de l'opposition finissent par s'exprimer dans un vide médiatique, hein. En gros, ils parlent dans le vide, hein, parce que comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas de pouvoir. Et puis ces médias sont détenus par des grands groupes aussi aux États-Unis, donc ces médias auront tendance à donner la voix à celui qui a le plus d'argent. Ben oui.
Quant à l'opposition qui n'a pas beaucoup d'argent, elle ne sera pas très très souvent invitée sur les plateaux TV. Surtout que ceux qui détiennent le monopole de certains grands médias aux États-Unis sont de richissimes personnages, hein. Donc leur intérêt ira dans le sens du parti qui va servir leurs intérêts. En France, avant chaque élection présidentielle, l'oligarchie va se servir de son puissant réseau médiatique, hein, pour manipuler l'opinion en lui présentant systématiquement à l'antenne l'image de Marine Le Pen, hein, qui, comme vous le savez, ne s'occupera pas du social, mais des problèmes liés à l'immigration. Bah oui. Et ainsi, l'oligarchie nous détourne des vrais problèmes sociaux du pays tout en faisant de la publicité à ce parti d'extrême droite, hein, qui, comme on s'en doute, raflera de plus en plus de voix, qui le placera en tête des intentions de vote des Français, hein. Bon, une fois que ce parti d'extrême droite arrive en tête du premier tour des élections, hein, l'oligarchie se servira à nouveau de son puissant réseau médiatique pour nous imposer le vote utile. Le Front National a toujours été instrumentalisé par notre oligarchie, hein, depuis une trentaine d'années, hein. Depuis plusieurs années, les campagnes électorales en France ne gravitent plus qu'autour de sujets insignifiants que revendique le Front National. Et ensuite, les hommes politiques des autres partis finissent par rentrer dans la mêlée, puis commencent à stigmatiser la communauté maghrébine. Et ainsi, les voix de l'opposition finissent par s'exprimer dans un vide médiatique, hein. Puisque pendant qu'on parle de l'immigré ou du djihadisme terroriste, on ne parle pas de la crise économique et des problèmes sociaux dans le pays, hein. Parce que, comme je l'ai dit, tant qu'on continuera de parler de ce genre de sujet insignifiant, eh ben, vous continuerez de payer des loyers de plus en plus chers, hein. Votre pouvoir d'achat continuera de diminuer, hein. Vous serez continuellement racketté par ces radars autoroutiers, hein, qui profitent à des sociétés privées aussi. Eh ben oui, nous sommes dans une société qui fonctionne avec la privatisation à tout bout de champ, hein. Parce que pendant qu'on vous endort avec les phénomènes, les problèmes ou les faits divers liés aux problèmes de l'immigration, eh ben, la société, certains groupes accélèrent la privatisation de notre société, hein. Bah oui. Bah, la République française s'est transformée en une oligarchie, hein, c'est-à-dire une coopération d'individus plutocrates, hein. Bon, plutocrates, c'est ceux qui détiennent le monopole économique, hein, comme les banques ou les grands groupes industriels, hein. C'est-à-dire composés de riches citoyens, hein. Bah, ce phénomène d'oligarchie, il est vraiment visible avec le dîner du siècle, hein, qui réunit chaque dernier mercredi du mois des journalistes, hein, des industriels, des politiques et des hauts fonctionnaires, hein. Bah, un peu le gratin de la bourgeoisie de notre société, hein. Et tous ces gens se réunissent dans un lieu fermé aux citoyens et dont on ne sait pas ce qui s'y dit, hein. Parce que toutes les réformes, par exemple celle du travail, sont probablement nées dans ce genre de cercle fermé, hein, où les grands de ce pays se réunissent régulièrement, mensuellement, je dirais même, tous les mois, pour discuter de certaines réformes économiques qu'il faudra faire dans le futur. Et bien entendu, on parle de ces réformes économiques sans se soucier des problèmes du citoyen français, hein. Et bon, cette situation va continuer, hein, jusqu'au jour où le ras-le-bol sera tellement grand que probablement on va assister à des révoltes. Pour l'instant, ce genre de révolte ne va pas se déclencher pour une raison fort simple, c'est que l'oligarchie vous a fabriqué un bouc émissaire. Donc elle vous a mis en face d'un ennemi qu'elle vous présente comme très très dangereux, hein, qui est le musulman. Donc l'oligarchie nous dit que le musulman veut convertir la France à l'islam, hein. Il veut prendre la place du français. Donc vous, ça induit dans votre esprit une certaine peur. Et vous êtes tellement effrayé que vous serez canalisé sur ça. Et pendant qu'on vous captive avec ce genre d'informations, eh ben, l'oligarchie se permet de privatiser à tout bout de champ toutes les entreprises, hein. Là, je vous parle de la privatisation, je ne vous parle pas des délocalisations, hein. Vous avez des entreprises, comme la main-d'œuvre en France coûte très très cher, se permettent de délocaliser pour aller dans les pays où la main-d'œuvre ne coûte rien. Et pourtant, ces produits fonctionnaient bien. Et le drame, c'est que certains des produits qui sont fabriqués à l'étranger,
reviennent en France, mais comme il y a les tarifs de douane, le prix de vente reviendra plus cher qu'il l'était en France. Oui, c'est incroyable, hein. C'est un peu comme le système des banques privées, hein. À l'origine, le gouvernement français pouvait se permettre de faire des prêts à sa banque de France, hein, sans passer par les taux d'intérêt, puisque la Banque de France prêtait à l'État une somme sans réclamer en retour des intérêts. Et depuis 1973, la loi Giscard-Rothschild a interdit aux États, du moins à l'État français, de faire des prêts auprès de sa banque. Donc que fait l'État français? L'État français va demander des prêts à des banques privées. Et ces banques privées, comme c'est des banques commerciales, vont demander un remboursement avec des taux d'intérêt exorbitants. Donc l'État, que fait l'État? Il va prendre ce prêt et ensuite il va devoir rembourser ce prêt avec les taux d'intérêt. Et pour rembourser ces prêts avec les taux d'intérêt, l'État va contracter de nouveaux crédits. Et oui, à chaque fois on contracte des crédits pour payer les intérêts du crédit précédent et ainsi de suite. Et là on va se retrouver sur une dette de milliards et de milliards d'euros. Je ne sais pas comment on va s'en sortir dans le futur. Mais bon, on est dans un système... c'est ça le système des oligarchies, hein. Comme ce sont les richissimes industriels qui imposent leurs lois économiques, on se retrouve dans ce genre d'aberration. Alors qu'il faudrait tous juste revenir à la source, c'est-à-dire permettre à l'État de réclamer des crédits à la Banque de France. Mais bon, je reviens à ce genre de crédit. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quelquefois l'État demande des crédits pour faire tout et n'importe quoi aussi, hein. On a un gaspillage incroyable. Par exemple, vous avez des ponts qui ne sont pas finis, vous avez des autoroutes dont on arrête la construction. Vous avez un projet, on a fait un crédit pour un projet qui n'a finalement pas abouti, hein. Donc cet argent va rester dans les caisses de l'État, parce que l'État ne va pas le rendre, hein. Mais bon, le problème c'est qu'il reste dans les caisses de l'État, mais il faut rembourser le crédit qui a été déjà fait. Bon, là, comme je m'éloigne un peu de la thématique de cette vidéo, je vais m'arrêter et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Là, je vais vous faire montrer un tout petit extrait d'une vidéo qui vous parle de l'oligarchie, hein. Et pourquoi vous accusez la France aujourd'hui d'être devenue une oligarchie? L'oligarchie, c'est une des trois formes politiques qu'ont défini les Grecs et qui sont au cœur de la conception politique dans la culture occidentale. Il y avait la dictature ou la monarchie, le pouvoir d'un seul, qui décide de tout. On a eu un exemple avec Ben Ali. Il y avait la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et puis, il y a une troisième forme que nos politologues ont tout à fait oubliée, qui est le régime oligarchique, qui est le pouvoir d'un petit nombre, peu nombreux, oligos, qui discutent entre eux, qui délibèrent entre eux, qui éventuellement vont faire démocratie entre eux, et puis qu'une fois qu'ils sont arrivés à un accord, ils l'imposent au reste de la société. Et la question que je pose, c'est d'abord, il faut rendre sa pertinence à cette analyse et se demander, poser la question dans l'état manifestement malade des démocraties occidentales, qui se manifestent par beaucoup de signes qu'on va un peu analyser. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de glisser vers un glissement vers un régime oligarchique, c'est-à-dire une situation proprement où un petit nombre de gens, essentiellement les puissances financières, décident pour le reste de la société? L'oligarchie, ce n'est pas l'aristocratie. Ça pourrait être l'aristocratie, hein. C'était une forme, il y a trois formes d'oligarchie, nous disaient les Grecs. Il y avait l'aristocratie, c'est le pouvoir des seigneurs, des militaires, des guerriers. Il y avait la théocratie, c'est le pouvoir de ceux qui sont en liaison avec les puissances supérieures, métaphysiques. Et puis il y avait la plutocratie, c'est le pouvoir des riches. Alors on est plutôt dans une plutocratie, dans la version des riches de l'oligarchie. Pourquoi? Très rapidement, parce que depuis une trentaine d'années, le capitalisme a profondément évolué par rapport à ce qu'il était dans la période antérieure, et il s'est produit une très forte et continue augmentation des inégalités dans tous les pays, surtout les États-Unis et l'Angleterre, mais le reste des pays occidentaux et le Japon ont suivi, et on est maintenant avec cette situation où un très petit nombre de gens ont une puissance financière extrême et imposent par différents mécanismes leurs décisions à l'ensemble de la société. Alain Cotta, vous dites que c'est 1%. Non, pas